Tout hussard qui n'est pas mort à 30 ans est un Jean Foutre. Et je m'arrange pour ne pas dépasser ce terme, nous a clamé Antoine-Charles-Louis de La Salle. N'a-t-on pas dit qu'ils ne descendaient pas de leurs chevaux pour dormir? N'a-t-on pas dit d'eux qu'ils étaient des cavaliers légers, au sens militaire comme moral, autant préoccupés de conquêtes féminines que de combats héroïques? Ne portent-ils pas un des uniformes les plus mythiques de l'armée française, coloré et finement brodé? Quel autre cavalier a autant marqué l'univers collectif que les hussards? Une chose est sûre, c'est en France que les hussards, pourtant d'origine hongroise, connaîtront le succès le plus étincelant. Cette figure au relent gaulois, renforcée pendant longtemps par le port obligatoire de la moustache, aussi audacieuse que prête aux emportements joyeux et violents, nous la devons surtout à la mémoire des guerres du Premier Empire et à leur engagement dans la grande armée de Napoléon. Nous ne pouvons pas passer à côté de cette période charnière dans leur histoire. Mais il nous faut aussi aller nous attarder sur leurs origines, puis nous pencher sur leur évolution et mutation au travers des siècles jusqu'à nos jours, à l'image de ce que nous avons pu faire pour les cuirassiers, les troupes de marine ou encore les alpins. Pour l'heure, plongeons dans l'histoire extraordinaire de cette arme qui suscite autant l'admiration que la jalousie, et qui, loin de n'être que des guerriers rutilants, sont les représentants parfaits de la mutation profonde de la cavalerie légère à l'époque moderne. Qui de mieux pour parrainer cette vidéo sur l'une des unités les plus fameuses de l'histoire de France que les éditions Phénix. Avec leur catalogue d'anciens livres d'histoire, édités dans un format royal, ils ont sûrement le cadeau de Noël parfait pour vous. Pour plonger dans l'âge d'or des hussards, vous pouvez vous tourner sans hésiter vers la biographie de Napoléon Ier, ou encore sur l'histoire de la Révolution. Mais vous pouvez également aller explorer l'ensemble de la collection, de l'Antiquité à l'époque contemporaine, en s'attardant sur plusieurs grands personnages de notre histoire. En plus, en choisissant un ouvrage, vous ferez une bonne action. Tous les livres sont fabriqués en France et une partie des bénéfices est reversée auprès des associations du secteur et soutient l'économie locale. Pour les fêtes, tous les ouvrages passent à 40 €. Ne manquez pas non plus les éditions Collector, Histoire de France et Napoléon de Jacques Bainville, illustrées à la page de garde personnalisée et à la fière allure dans vos bibliothèques. Parfait pour un joli cadeau. Même la livraison Mondial Relais est offerte à 1 centime sur toutes les commandes pour l'occasion. Faites découvrir vos personnages ou périodes préférées à vos proches et bénéficiez de l'offre de Noël en cliquant directement sur le lien dans la description. Et sur ce, place à l'histoire des hussards. Les premières traces des hussards sont à chercher au XVe siècle. L'Europe de l'Ouest est saignée à blanc. Peste noire, guerre de 100 ans, guerre d'Italie, et une nouvelle menace plane à l'Est, les Turcs. La Hongrie se retrouve brutalement sur la ligne de front. Pour résister, le roi de Hongrie, Mathias Ier Corvin, décide de créer un corps de cavalerie légère, les hussards. Ces groupes, constitués d'une vingtaine de cavaliers, sont pensés pour répondre à l'agilité des armées turques qui malmènent les armées lourdes européennes. Le terme hussard vient d'ailleurs directement du hongrois huszár, le 20e. La légende raconte que les hommes devant y servir étaient conscrits parmi la population serbe et croate à raison d'1 homme sur 20 par village. Le terme pourrait également venir du latin cursur, qui passé à la moulinette croate donnerait corsaire. Capables de se mouvoir rapidement pour surprendre et frapper l'ennemi, ces cavaliers vont servir d'éclaireurs à l'armée hongroise et entretenir l'insécurité sur la frontière ottomane. Ils se taillent déjà une première réputation de combattants féroces. Mais l'histoire va rattraper le fragile royaume. En 1529, le royaume de Hongrie est partagé entre l'Autriche et l'Empire ottoman. L'empereur d'Autriche utilise alors ses unités de hussards comme mercenaires contre l'Empire ottoman, leur ennemi héréditaire d'antan, mais aussi contre ses ennemis européens, répandant pour la première fois cette troupe à l'ouest. Leur réputation ruisselle donc petit à petit, et les souverains, soucieux de se doter d'une cavalerie légère efficace, font de plus en plus appel à eux, sous forme de mercenariat.
La France saute le pas en 1637, sous l'insistance de Richelieu, qui engage quelques centaines de hussards hongrois, pour la plupart déserteurs des armées impériales. Ils combattront dans la guerre de 30 ans. Quelques décennies plus tard, Louis XIV fait créer le premier régiment de hussards réguliers, fort de 500 hommes, dont le commandement est confié au baron Kornberg. Dans la pleine tradition des armées d'Ancien Régime, il donne son nom à son régiment. Et une dizaine d'autres vont vite suivre durant les décennies suivantes. Ils servent dans les guerres de succession d'Espagne, de Pologne, d'Autriche, car oui, à l'époque, chaque succession peut amener une guerre européenne. Cependant, ces hommes commencent à se révéler trop souvent indisciplinés, voire pillards. Ils ont une mauvaise image auprès des autres soldats, vêtus de peau de bête, accrochant même parfois des crânes à leur ceinture, ils dénotent clairement avec les uniformes colorés et la discipline européenne. Versailles est embarrassé par ces rustiques orientaux. Orientaux car oui, en ce XVIIIe siècle, les hussards sont souvent recrutés soit parmi les Hongrois, soit parmi les Allemands. On y donne les commandements en allemand et non en français, et on y jure en hongrois. Par nécessité, pour survivre dans l'Hexagone, les hussards se font précurseurs du lobbying. Le comte de Béchorny est leur promoteur attitré, et après avoir créé son propre régiment, il gravit les échelons militaires pour leur réserver une place de choix dans l'armée royale. Les hussards deviennent en 1734, par ordonnance royale, une arme distincte du reste de la cavalerie, dotée de son propre général et de son uniforme officiel. Pour mieux s'intégrer, les hussards abandonnent les peaux et le caractère oriental vient se mêler à la flamboyance de la mode parisienne, pour donner l'un des uniformes les plus emblématiques de notre armée. La brute asiatique devient en quelques années l'un des favoris des salons. Il porte désormais la pelisse, la veste et la culotte à la hongroise, bleu de ciel avec tresses blanches et des fourrures noires. Il porte aussi un shako de feutre blanc ou rouge et il est armé d'un mousqueton, un fusil court, de 2 pistolets et d'un sabre court lui aussi. Le reste de l'Europe n'est pas en reste, et la plupart des grandes armées créent leur propre régiment, même la Prusse de Frédéric II, pourtant réfractaire aux troupes légères. On observe toujours, quelles que soient les nations, un équipement et des tactiques assez semblables, nous allons y revenir. Tout cela à une exception près qu'il faut mentionner. Dans l'armée polonaise, contrairement aux autres armées, les hussards ont évolué pour devenir une cavalerie non pas légère, mais lourde, voire très lourde. Leur silhouette est restée dans l'histoire grâce aux 2 ailes, ou parfois une, accrochées dans le dos de l'armure ou à la selle. Les spécialistes remettent de plus en plus en cause leur utilisation en combat, mais cela ne change rien à l'aura qu'ils conservent. J'en ai moi-même un qui veille sur moi pendant mes montages. Recrutés parmi la noblesse, ils sont les fers de lance du royaume de Pologne-Lituanie entre le XVIe et le XVIIe siècle. Ils possèdent alors la réputation de meilleure cavalerie d'Europe et s'illustreront notamment lors du brisement du siège de Vienne. Pour revenir à la France, petit à petit, leur place se solidifie dans l'armée royale. Et à l'approche de la Révolution, leur rôle avec. Si leurs compagnons de combat les jalousent, leur prestige demeure, car il n'est pas seulement dû à leur uniforme rutilant, mais aussi à leur savoir-faire et à leur efficacité. En Europe occidentale, face aux armées d'infanterie et au début de l'artillerie, on cesse un temps de croire en la charge, et la cavalerie lourde disparaît doucement. La dissolution de la chevalerie et la popularisation de l'arme à feu favorisent une diversification et une mutation de l'emploi des cavaliers. Il apparaît alors que la pratique du combat monté, tel qu'il est fait en Europe orientale, est beaucoup mieux adaptée. Les hussards, utilisés au début surtout pour faire face aux cavaleries légères venues de l'Empire habsbourgeois, vont petit à petit adopter tout un ensemble de missions annexes associées à la petite guerre. Patrouille, coups de main, embuscade sur la logistique ennemie, escorte de ses propres troupes,
Bref, ils combattent en partie en marge des grosses armées et de la guerre de siège alors encore en vogue. Leur renommée se forge aussi grâce à ça. Loin des troupes conventionnelles, ils font office de forces spéciales entre guillemets, avant l'heure, où l'autonomie et l'aventure semblent plus présentes dans leurs récits de campagne. Tout en cultivant une réputation d'indiscipline et d'irrégulier, ils prouvent petit à petit à leurs supérieurs leur efficacité opérationnelle. Cependant, il ne faut surtout pas réduire leur rôle uniquement à des actions à côté du champ de bataille. Quand nécessité fait loi, que la cavalerie lourde n'est pas disponible, ou bien souvent quand les généraux qui les emploient ne sont pas nécessairement familiers avec leur emploi, ils sont amenés à mener la charge en pleine bataille. L'expression « à la hussarde » signifie aujourd'hui avec brutalité et précipitation, sans raffinement ni délicatesse. Cet esprit ne vient pas de nulle part, il est le résultat de plusieurs siècles de mémoire, mêlant héroïsme et pas de côté. Et s'il y a bien une période qui est la plus représentative de l'action des hussards, c'est la période révolutionnaire et impériale. La guerre de 7 ans achève de répandre les hussards à travers l'Europe. Si bien que les Hongrois n'alimentent guère plus que les contingents de l'Empire autrichien. À la fin de l'Ancien Régime, l'immense majorité des hussards français est recrutée en Allemagne ou à l'est du royaume. Même si, pour l'anecdote, la tradition veut que chaque hussard apprenne encore à jurer en hongrois. S'il y a des hussards dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire si c'est toujours le cas. Des haras spécifiques fournissant les chevaux, plus petits que ceux des autres cavaleries, sont établis en Béarn et en Navarre. Les hussards font définitivement partie de l'armée française, et ce n'est pas la Révolution qui va changer ça. Pendant les guerres de la Révolution, des corps francs et irréguliers sont créés un petit peu partout sur le territoire, et ils prennent la dénomination de hussards de la liberté, de la montagne et ainsi de suite, qui donneront naissance à de nouveaux régiments. Leur nombre explose, et les 6 régiments de hussards de 1789 en deviennent 14. Ils regroupent théoriquement 853 soldats montés chacun. Mais certains régiments découlent plus d'une improvisation locale que d'une véritable organisation militaire. L'exemple le plus célèbre est peut-être l'escadron des hussards de la mort, créé en 1792 par l'Assemblée nationale, avec à sa tête Kellermann. Ces hommes, tous de noir vêtus, avec une grande tête de mort comme insigne, ont fait sensation sur le champ de bataille de Valmy ou Fleurus, et pourtant ils n'étaient que 200. Cependant, s'il fallait citer un coup d'éclat, le plus fameux et sans doute le plus extraordinaire, ça serait la capture de la flotte hollandaise au Helder. Oui, vous avez bien entendu, la capture de la flotte par des cavaliers. Nous sommes en janvier 1795, dans l'hiver glacial de Hollande. L'armée française est en train de finir d'envahir le pays. Amsterdam tombe le 19. Bien informé, le général français apprend qu'une flotte néerlandaise de 14 navires de guerre stationne au Helder, à environ 80 km au nord. Et les Français veulent à tout prix éviter que ces bâtiments rejoignent les îles britanniques pour grossir les rangs de la Royal Navy. Le général Pichegru est envoyé à la tête d'un détachement du 8e régiment de hussards et de tirailleurs belges à cette fin. Il arrive dans la nuit du 23 et découvre que la flotte est complètement prise dans la glace. Après avoir pris les précautions nécessaires pour éviter que les sabots des chevaux ne réveillent les marins, l'assaut est lancé. Les chasseurs montant sur la croupe des montures des hussards. Les navires étant trop inclinés pour tirer sur les cavaliers, ces derniers encerclent les navires et forcent les équipages à se rendre. Une belle petite flotte capturée par une charge de cavalerie. Fait d'armes unique qui symbolise bien l'esprit impétueux des hussards. Lorsque Napoléon réorganise sa cavalerie en 1803, 10 régiments de hussards figurent sur les contrôles de la Grande Armée. À partir de 1810, 2 autres régiments sont formés, les hussards hollandais et le doublement du 9e en Espagne. Ils constituent, aux côtés des chasseurs à cheval, la cavalerie légère de l'armée napoléonienne, arme de reconnaissance et de poursuite.
Il est facile d'imaginer, avec ce passif de plus en plus glorieux, que les hussards tiennent une place de choix dans l'épopée napoléonienne. Le système militaire développé par Napoléon donne une place primordiale à la mobilité. Aux avant-postes de l'armée ou en contre-guérilla, les hussards trouvent là une occasion de se salir les mains dans une guerre irrégulière pour laquelle ils sont taillés. Cependant, souvenez-vous quand nous parlions de leur rôle. Il n'est pas cantonné loin des batailles, et la période impériale ne déroge pas à la règle, bien au contraire. En 1806, après les chocs d'Iéna et Auerstedt, les hussards découvrent dans la poursuite de l'ennemi en retraite une mission dans laquelle ils excellent. Pour preuve, cette poursuite efficace mène les Français à Berlin et soumet la Prusse en quelques semaines. Par un esprit particulièrement insolent, la Brigade infernale, comme on l'appelle, composée de tout juste 700 cavaliers, en grande partie des hussards, va même être capable et responsable de la capitulation de la forteresse de Stettin le 30 octobre, alors qu'elle était gardée par 5000 hommes. Le commandant de cette brigade, un certain Lassalle, on va revenir à son cas juste après, fait occuper une crête face à la ville par un rideau de cavalerie et fait circuler sur la crête son unique caisson d'artillerie, pour faire croire à la mise en place d'une gigantesque batterie de canons. Jugeant la manifestation suffisante, il envoie 2 officiers négocier la reddition de la ville, qui l'acceptent. Désormais, et ce jusqu'en 1812, les hussards français dominent clairement leur adversaire. Autre preuve, s'il en faut une, de leur fort engagement dans les batailles. Leur sabre. Oui, le sabre du hussard français n'est pas le même que celui de ses homologues européens. Les Français portent un sabre courbe. Il leur permet de frapper de taille, la pointe en avant, comme la plupart des autres hussards, mais aussi d'estoc, avec un mouvement de côté. Le sabre français est donc bien pensé pour pouvoir être utilisé dans un combat plus long face à d'autres cavaliers, et pas seulement dans une optique de charge et repli incessant. Antoine Charles Lassalle, comte d'Empire, est sûrement l'homme qui incarne le mieux l'esprit hussard. Redoutable tacticien, il gravit les échelons de sous-lieutenant à général de brigade. Il est aussi brillant sur le champ de bataille qu'intenable en dehors, mais bénéficie d'un respect et d'une admiration sans faille de Napoléon qui lui passe tout. En 1801, on raconte qu'il ravagerait avec ses hommes la réception qu'un préfet organise dans la ville où il tient garnison, sans l'inviter. Quand le préfet demande réparation, le premier consul lui explique « Il suffit d'une signature pour faire un préfet, mais pas trop de 20 ans pour faire un Lassalle. » Ce dernier succombe malheureusement à 34 ans, 4 petites années après la limite qu'il avait lui-même fixée. Même sa mort illustre parfaitement l'esprit tempétueux des hussards. Le 6 juillet 1909, au soir de la bataille de Wagram, séparé momentanément de ses hussards, il prend le commandement d'un détachement de cuirassiers et tente de contrecarrer l'avancée d'un bataillon d'infanterie en le chargeant férocement. Son cheval étant plus léger et rapide que celui de ses compagnons armurés, il se retrouve rapidement en avant de ces derniers de quelques mètres. Mais cela ne l'arrête pas. Il est malheureusement tué, frappé en pleine tête d'une balle tirée par un grenadier hongrois en retraite. Dans la dernière lettre qu'il adresse à son épouse, il écrira « Mon cœur est à toi, mon sang est à l'empereur, ma vie à l'honneur. » En bref, les hussards et leurs premiers représentants brillent jusque dans la mort. Mais le drame ne s'arrête pas à Lassalle. Malheureusement, l'âge d'or doit bien arriver à sa fin. La majorité des hussards disparaît, comme toute la cavalerie d'ailleurs, au cours des campagnes de 1812 et 1813, en Russie et en Allemagne. On trouve après ça encore des cavaliers expérimentés, mais l'hécatombe de chevaux est impossible à compenser. Montés sur des montures trop fragiles ou pas assez agiles, les hussards français perdent définitivement l'ascendant face aux coalisés qui, eux, montent en puissance. À la Restauration, 6 régiments sont reconstitués. Même si le drame est difficile à digérer, l'épopée des hussards lègue un héritage opérationnel sans pareil. Le général Debrac codifie même ce dernier dans un livre en 1831.
tout y est passé au peigne fin. L'entretien de la monture et de l'équipement, la manière de rendre un rapport, l'art de la patrouille, celui de la reconnaissance, du combat aux escortes, en passant par la contre-insurrection et le combat aux côtés de l'infanterie rangée. Alors que la France sort petit à petit la tête de la terre, les régiments sont reformés petit à petit. Ils seront 8 en 1870, 10 en 1871, puis 14 à la fin du XIXe siècle. Mais une réalité s'impose malheureusement pour eux. La cavalerie est dépassée, chassée du champ de bataille. Malgré quelques hauts faits dans les premières guerres outre-mer du siècle, comme en Algérie, au Mexique ou même en Crimée, la guerre franco-prussienne est un premier avertissement sanglant, où les hussards sont taillés en pièces par les barrages d'artillerie des Prussiens, notamment à Sedan ou à Rezonville. Juste après, la guerre de 14-18 sonne le glas définitif de la cavalerie à cheval. Les premières heures de la guerre nous offrent les derniers vrais affrontements de cavalerie, comme à Stockhem, où les hussards français affrontent des chasseurs à cheval allemands, lance à la hanche. Ils effectuent leur dernière chevauchée, lors de la course à la mer, où ils ralentissent en plusieurs points l'avancée allemande, au prix toujours de pertes très importantes. À l'image des cuirassiers, ils troquent vite leur monture pour la boue des tranchées. Leur grande mobilité est d'ailleurs ce qui va leur coûter cher. Ils sont souvent les premiers à pouvoir arriver sur les points chauds, à combler, et les hussards se retrouvent avec leurs shakots et sans baïonnettes à devoir tenir des secteurs entiers en attendant l'arrivée de l'infanterie. 1914 est une année décidément mortelle pour toute l'armée française, mais particulièrement pour sa cavalerie, qui partout est exsangue, et elle doit prendre plusieurs mois sur les arrières pour essayer de se relever. Les hussards ne perdent pas pour autant leur courage, et vont notamment s'illustrer plus tard dans le secteur de Verdun. Ils retrouvent brièvement la guerre de mouvement en 1918, mais ils le savent, le temps du cheval est définitivement derrière eux. De nombreux régiments de hussards sont dissous ou fusionnés entre 1920 et 1928. Ceux qui ne disparaissent pas doivent s'adapter. Les hussards doivent laisser pelisses et chevaux au musée et apprendre à conduire un blindé, une automitrailleuse, des motos ou au moins à accrocher un mortier derrière leur monture. C'est une période d'apprentissage, de tests et de tâtonnement. Puis, trêve de théorie, vient la guerre de 1939. Leur esprit perdure durant les combats de 1940, soit en avant-garde, où les hussards repèrent l'ennemi, soit en arrière-garde, pour couvrir la retraite de leurs camarades, notamment à la route vers Dunkerque. D'ailleurs, c'est pendant cette campagne que 2 régiments, répartis en petites unités dans différents corps d'armée, sont les derniers à se battre officiellement à cheval. Ils se signalent par leur agressivité, leur esprit de dévouement et de sacrifice, tout au long des campagnes de Belgique et de France. Ce même esprit pousse de nombreux hussards à refuser la défaite et l'armistice de Pétain. Les mots du colonel Jean Deshazard de Montgaillard, excusez-moi si je le prononce mal, qui appartient au 2e régiment, écrit à la suite de l'armistice, illustrent parfaitement cette décision. « Nous avons obéi aux ordres du maréchal, jusqu'au sacrifice le plus dur. La honte qui nous a été imposée ne saurait demeurer sur notre étendard. Le colonel du 2e hussard ne se rend pas, même sur un ordre. Je me porte garant de l'honneur du régiment et du vôtre. » Ah oui, l'indiscipline des hussards coule toujours dans les veines de ces hommes. À l'image des troupes de marine, de nombreux hussards vont servir dans les FFL ou FFI. 1945, les hussards sont transformés en régiment de cavalerie légère blindée. Leur tradition de la guerre irrégulière est parfaite pour un nouveau type de guerre dans laquelle la France va vite s'enliser, la décolonisation. Leur capacité à être engagée rapidement, leur armement léger, facilement transportable aux 4 coins du monde, et leur esprit d'autonomie héritière de la petite guerre en font une troupe prête à faire face à la guerre contre des bandes armées irrégulières. Indochine, Algérie, les hussards voient du pays. Leur mobilité leur permet de remplir parfaitement des opérations d'occupation du territoire et de patrouille sur les frontières ou en milieu rural.
Dans cette dernière ligne droite du XXe siècle, c'est aussi dans les opérations extérieures que les hussards prouvent qu'ils n'ont rien perdu de leur valeur. Yougoslavie, Liban, Golfe, Afrique, Afghanistan, ils sont de tous les combats et de toutes les opérations. Et ce, jusqu'à nos jours. Actuellement, il ne reste en activité que 3 régiments de hussards en France. Le premier régiment, fondé en 1720, perdure dans l'armée française à travers une exceptionnelle longévité. Il participe à toutes les guerres de la France, jusqu'à celle du Golfe en 1991. Il ajoute même en 1947 le qualificatif parachutiste à son nom. Il est localisé à Tarbes, et tout son matériel peut être aérolargué ou aéroporté. Le régiment est encore aujourd'hui considéré comme l'échelon blindé d'urgence de l'armée de terre, capable de réagir très rapidement et de fournir un appui de blindés légers partout où il serait nécessaire. Le deuxième régiment, ayant posé ses quartiers à Haguenau, reprend les traditions du régiment de Chamboran, fondé en 1735. Il possède un savoir-faire très particulier, qui rappelle l'une des missions premières des hussards, le renseignement en semi-autonomie. Spécialisé dans l'infiltration, le camouflage, les techniques de survie, de communication et d'interrogation, c'est l'œil embusqué de l'armée blindée. Enfin, le 3e régiment descend lui du Esterházy Huszár de 1747, dont il hérite des spécialités de cavalerie légère. Il est stationné à Metz, aux côtés de la mutation du 4e régiment. Le 3e est aujourd'hui mis au profit de la brigade franco-allemande, rappelant dans une certaine ironie les origines soulevant allemandes des hussards français. La boucle est bouclée. Au cours des âges, les hussards ont su marquer l'imaginaire collectif et les champs de bataille de leur présence. On peut noter que leurs succès sont très souvent le fait de l'opportunité. La guérilla à cheval est une particularité tactique pour l'Occident, et il s'impose à un moment où les dirigeants européens sont confrontés aux limites de la cavalerie lourde face aux blocs d'infanterie dont la puissance de feu augmente. Ils savent également parfaitement s'adapter aux différents besoins de la petite guerre, de plus en plus indispensable dans le cadre des grandes campagnes européennes. Ajoutez à ça un uniforme plein de caractère, et un esprit frôlant la bordure de l'indiscipline et de la fureur, mais sans perdre de vue le devoir et le sérieux du combat, et vous avez les hussards. Secoués comme tous leurs confrères cavaliers par le 19e siècle, ils ont su se réinventer tout en gardant leur esprit originel. Si un jour vous passez près de Tarbes, n'hésitez pas à faire une halte dans leur fief, où un joli petit musée consacré à leur histoire y trône paisiblement, aux côtés de leur haras ancestral. Merci encore aux éditions Phoenix de soutenir la création de cette vidéo. N'hésitez pas à aller parcourir leur grand choix d'ouvrages sur l'histoire de France et bénéficier de l'offre de Noël pour faire un beau cadeau à vos proches ou à vous-même. Le lien est dans la description. De mon côté, je vous remercie pour votre attention, vous invite à partager vos différentes anecdotes si vous avez été vous-même un hussard ou en contact avec l'un d'eux, et je vous dis à bientôt sur Ave Histoire pour une autre découverte de régiment. Abonnez-vous pour n'en manquer aucun, et d'ici là, que l'histoire soit avec vous. À la belle vie que l'on mène dans les hussards, à la belle vie que l'on mène dans les hussards,